Merci Martha, bonjour à tous et toutes. Alors moi je suis pas du tout spécialiste des plateformes, de la contribution, donc ça m'intéresse beaucoup d'écouter le colloque et puis d'avoir l'occasion de présenter justement ce projet qui est au croisement des disciplines qu'on a imaginé avec Martha. Je vais un peu vous présenter l'origine du projet avant que Martha revienne plus sur sa mise en œuvre opérationnelle et puis sur les expositions numériques qu'on a commencé à concevoir. Si tu veux mettre la première slide. Voilà, en avril 2020, donc toutes les deux avec Martha, sans financement, sans quoi que ce soit, on a lancé un projet qui s'appelle Vitrine en confinement et qui vise à collecter les mots du confinement dans l'espace public. Donc depuis, il a aussi collecté les mots du déconfinement, du reconfinement, mais il est quand même, son point de départ, c'est vraiment l'expérience du confinement. C'est un projet qui est pluridisciplinaire. Donc moi, je viens de la sociologie politique, je suis chercheuse au CNRS et je suis spécialiste des questions de mémoire et de la manière dont on met en mémoire les situations de crise. Donc je vais y revenir dans un moment. Et donc ce projet, il est vraiment au croisement de ma discipline et des sciences sociales en général et des travaux de Martha, aussi bien en infocom traditionnel qu'en sciences du patrimoine. Et donc c'était vraiment aussi un cas l'activité collaborative pour impliquer, alors je ne sais pas quel terme il faut employer, mais disons des gens qui utilisent Internet à conserver des traces de l'expérience sociale qu'était le confinement. Alors pourquoi ce projet donc là on peut passer à la slide suivante. Donc il a une particularité. Aujourd'hui, avec Martha, on commence à faire un peu un état des lieux des projets collaboratifs montés à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Il y en a énormément. J'en ai répertorié pour ce qui sont les langues que je peux décrypter de manière assez facile. Donc l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol, plus de 300 de par le monde. Mais ils ont pour point commun, la plupart, l'écrasante majorité d'entre eux, de se concentrer sur l'intime. Donc c'est une démarche collaborative, participative, où chacun est incité à raconter son vécu du confinement. Donc, soit à travers des objets privés, soit à travers un récit écrit, oral, la collecte des rêves, enfin c'est très 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 varié, mais le point commun c'est l'espace privé, puisque par définition le confinement c'est d'abord de rester chez soi. Et la deuxième particularité c'est qu'ils sont le plus souvent définis dans un seul espace national. C'est-à-dire, puisque également les calendriers de confinement sont quand même propres, même s'il y a une simultanéité dans ce qui est le monde occidental en tout cas, il y a quand même des spécificités propres à chaque pays, donc ils sont en général limités à des barrières nationales. Donc la particularité de notre projet avec Martha dans cet univers, dans ce méta-univers des projets collaboratifs liés au Covid, c'est d'abord d'être un projet centré sur l'espace public, et ça c'est très particulier, et deuxièmement d'être un projet au croisement de au moins deux pays, donc la France et l'Italie. Donc je pense que vous comprendrez pourquoi on a eu l'idée d'intégrer ces deux pays. Et donc pourquoi l'espace public ? Donc en fait ça c'est parti d'une expérience très personnelle puisque je suis sociologue de la mémoire, je m'intéresse donc je le dis à la mise en mémoire des situations de crise, que j'habite dans le 11e arrondissement, boulevard Voltaire, en face du Bataclan, et que j'ai tenu un blog, en fait, justement de cette irruption de la mémorialisation immédiate des attentats du 13 novembre dans mon espace quotidien pendant un an, qui est devenu un livre. Et si on peut passer à la slide suivante. Et une des particularités de cette expérience de blog, c'est que tout d'un coup, mon quartier a été saturé d'une expression visuelle, de mots et de dessins dans l'espace public. Donc là, c'est un des millions d'exemples qu'on a pu répertorier. On peut regarder les slides suivantes. Et donc, moi, j'ai travaillé de manière très minutieuse. Donc, en fait, c'était une sorte de projet collaboratif avec moi-même à répertorier tout mon quartier. Et j'ai travaillé à l'accompagnement de la collecte de tous ces mots dans l'espace public par les archives de Paris suite aux réactions immédiates aux attentats du 13 novembre. Donc là, d'ailleurs,
ça aurait été intéressant en écoutant le colloque aujourd'hui de revenir sur cette logique, parce que quelque part, en fait, tous ceux qui ont déposé des mots, et on peut aller à la slide suivante, tous ceux qui ont déposé des mots ou des dessins de ce type, là qu'on voit sur l'écran, dans les lieux des attentats après le 13 novembre, et également après les attentats de janvier 2015, quelque part, on travaillait à un projet collaboratif sans le savoir, puisque la plupart de ces mots sont aujourd'hui collectés dans un fonds spécifique aux archives de Paris, ce qui d'ailleurs fait écho à la discussion que je viens d'écouter, puisque c'est en train de créer une nouvelle catégorie d'archives pour le ministère de la Culture, qu'il est en train d'appeler archives citoyennes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour votre journée. Je fais une petite parenthèse. Et en fait, donc moi, je suis arrivée avec tout ce regard sur l'espace public en situation de crise lié aux attentats. Si on va à la slide suivante. Et en plus de ce surgissement des mots dans l'espace public, la deuxième chose qui m'avait paru centrale à l'époque, c'était aussi les aspects géographiques de ce surgissement, soit de mots, soit de dessins, soit de symboles. Donc là, c'est l'exemple des drapeaux que j'ai pris, puisque j'ai cartographié les drapeaux dans mon espace de vie après les attentats de 2015, et que j'ai pu mettre en évidence des dynamiques de conformisme social et d'interaction, en fait, d'expression dans l'espace public liée à ce que son voisin fait, ce que son ami fait, ce qu'on voit depuis son balcon, etc. Si on passe à la slide suivante. Donc ce détour pour dire, puisque Martha a dit en introduction que j'avais eu l'idée, en fait c'est pas du tout pour s'attribuer une idée, c'est en fait un processus de recherche qui fait que quand je suis sortie, le premier jour de ma sortie en lockdown, enfin en confinement, je me suis dit, c'est bizarre, tout devrait être vide, on ne devrait pas s'exprimer dans l'espace public, puisque l'espace public est censé peu fréquenté, plus fréquenté. Or, comme j'avais ce regard qui cherchait cette expression de choses dans l'espace public, j'ai commencé à porter attention à tous ces mots qui surgissaient un peu partout dans mon quartier, donc toujours le 11e, mais il ne s'agissait pas de concentrer le projet sur le 11e. Donc j'ai pris cette photo qui vous montre un peu le passage de l'un à l'autre, puisque vous avez les références aux deux événements sur cette porte d'un restaurant thaïlandais. Et donc c'est là où je me suis dit, c'est intéressant que cet événement qui est censé nous limiter dans l'espace privé donne lieu à l'expression de mots dans l'espace public. C'est à ce moment-là que, étant complètement incompétente pour la collecte et ayant en plus ressenti une très grande frustration à l'époque de mon premier travail, notamment par rapport au drapeau, puisque j'avais été limitée dans mon ambition, parce que je n'avais pas su comment utiliser des outils et surtout des communications avec d'autres pour collecter tous ces drapeaux. Et entre-temps, j'avais eu la chance de rencontrer Martha. Donc, j'ai dit à Martha, est-ce que tu veux qu'on essaye de collecter ces mots et d'étudier cette démarche collaborative et aussi d'en faire un matériau de recherche. Donc, si on passe sur la slide suivante. Donc, c'est là qu'on s'est mis à entreprendre une collecte systématique, donc des mots dans les vitrines. Donc au départ, c'était pour ça qu'on a appelé, et on n'aurait peut-être pas dû, on pourrait y revenir, le projet vitrine en confinement. Donc les mots dans les vitrines, les mots accrochés au balcon, sur les façades privées, mais aussi tout ce qui est dans l'espace urbain, sur les mobiliers urbains, sur les murs, tout ce qui est graphe, etc. Et c'est cette collecte que Martha va vous présenter maintenant, avec l'idée derrière tout ce travail de collecte, d'axes de recherche très différents et assez complémentaires, puisque la première chose qui nous intéresse à terme, c'est de travailler sur les mots du confinement dans l'espace public, et notamment qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre dans le rapport aux politiques et au gouvernement, qui par exemple est désigné comme responsable du confinement, de quelle manière, quel recours à l'humour, par exemple. Bon, pour ce qui est de l'étude des mots des attentats, il y a une spécificité française par rapport à tous les autres cas. C'est un recours très important au second degré à l'humour. Donc là, la comparaison France-Italie est intéressante de ce point de vue-là. Deuxième dimension, le rapport entre espace public et espace privé pendant le confinement, et notamment le statut malgré tout d'un espace public d'expression en temps de société numérique. Troisième axe, les questions de voisinage et de conformisme social par rapport au mots du confinement. Quatrième axe, les dynamiques participatives
du numérique, et cinquième axe, le vécu le plus quotidien du confinement dans les différents pays. Et donc Martha, maintenant, va vous présenter le résultat de ce travail. Alors, justement, là, je pense que Sarah, ça sera plus clair pour toi pourquoi j'ai décidé de lancer plusieurs espaces numériques. Là, voilà, je ne vais pas revenir sur les différentes définitions plateforme, espace, dispositif ou anti-plateforme. Je pense, voilà, en vous écoutant aujourd'hui, qu'il y a un élément fondamental qui est la dimension temporelle. Voilà, la longue durée des projets qui peut faire que parfois on part avec une certaine définition et après on évolue dans d'autres types d'espaces. Alors je pense que voilà. Et c'est pour ça qu'en effet les choix, là j'ai sorti quand Sarah m'a contacté, j'ai sorti de mon âge d'air, j'avais travaillé sur les interactions entre institutions et citoyens dans la fabrique justement de la participation culturelle. Je me suis dit pourquoi pas cette fois-là ne pas choisir les dispositifs. Voilà, ce matin, quelqu'un a posé la question à Lise, quels seraient les dispositifs plus adaptés pour un appli. Voilà, on n'a pas la bonne question souvent et souvent, on n'est pas dans la situation de pouvoir créer un dispositif transmédia parce qu'on n'a pas encore les participants. Et alors, on a activé tous les espaces qu'on pouvait activer. On a créé une plateforme sur Gorokarto, un outil open source, une plateforme dans laquelle on définissait, c'était nous à contrôler en certain sens les protocoles de recherche. On pourrait la comparer en plateforme institutionnelle. C'est notre dispositif idéal parce que les données seraient formatées selon nos besoins. Mais on a aussi donné la possibilité à tout contributeur de s'exprimer dans les médias sociaux. Alors, évidemment, moi, j'avais des hypothèses. Je pensais qu'Instagram pouvait être, et aussi Twitter, pouvaient être des médias simples d'usage. Voilà, si Laurent est encore là, qu'avec les téléphones, ça pouvait être les espaces les plus adaptés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est justement qu'on a eu beaucoup de contributions. On a plus de 3000 photos seulement, voilà, pour la France, la majorité des pays, 800 photos en Italie, à peu près, plus plusieurs collections privées que nous sommes en train de récolter maintenant. Mais voilà, ce qu'on a eu, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on avait prévu. Comme disait Sarah, voilà, peut-être que vitrine en confinement, c'était pas les bons titres, parce qu'à un certain moment, on a fait vraiment le choix de suivre la participation et peut-être on est passé dans un dispositif transmédia en certain sens dans la mesure qu'on a adapté les dispositifs aux souhaits et au comportement des contributeurs. Voilà. Si on prend là les statistiques Facebook, simplement parce que c'est les cadres dans lesquels est plus facile d'évaluer la participation et aussi où on a sûrement eu beaucoup de participations. On a eu une participation importante pendant évidemment la période de confinement parce que voilà, c'était aussi une activité quotidienne qu'on demandait aux gens, on demandait d'aller à prendre ces photos pendant leur sortie d'1 kilomètre. Et par contre, voilà, après, on a eu des projets à continuer à vivre, même sans notre animation, et en particulier, il s'est réactivé là au moment des reconfinements de manière importante. On a des contributions des 104 pays, au moins ce qui est un peu tracé par Facebook. On a cherché à ramener la contribution dans la plateforme contributive, mais ce n'était pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'après, à un certain moment, on a décidé d'organiser la collecte en 2 étapes, une étape plus spontanée et une étape qui après des traitements des données qui ont géré. Alors, ce qui est vraiment intéressant, on n'a pas le temps d'aller dans les détails de l'analyse, mais c'est qu'on a vraiment une profondeur temporelle et vous voyez même dans cette seule image la variété des contributions. Voilà, j'ai pris ces messages parce qu'ils montrent la diversité par rapport à ce qu'a montré déjà Sarah. On relève toute la dimension de la protestation, on relève la dimension émotionnelle et après on a surtout pendant des périodes de déconfinement
l'importance de la street art des graffitis. Après, on a une dimension d'humour, voilà, l'image que vous voyez, non, my husband is for sale. Nous avons aucune épreuve qui soit prise pendant les confinements, mais quand même, l'effet qui est réutilisé pour nous parler du confinement est intéressant. Et pareil, voilà, on voit l'évolution avec les déconfinements, toujours cette ironie qui suscite aussi beaucoup de participations sur la route, voilà, oui, mais pas plus que des 100 km. L'évolution, on a plus simplement des messages, c'est que nous, on avait sollicité, mais on a beaucoup des signaux de la distanciation sociale, jusqu'à arriver là aujourd'hui, où on a évidemment une forme d'expression différente. Souvent, parce qu'en effet, il y a beaucoup de boutiques, voilà, aujourd'hui, sont toutes ouvertes, mais voilà, jusqu'à il y a 2 jours, évidemment, et il y avait quand même plus de structures ouvertes par rapport au premier confinement, mais on a une évolution de la communication qui est intéressante. Alors, après, ce qui est intéressant, un point intéressant, voilà, aujourd'hui, en effet, c'est les premiers jours qu'on lance notre plateforme d'archivage. Ce qui est le problème, c'est comment on transforme cette contribution spontanée dans une base qui peut être réutilisée, qui peut être valorisée par des archives aussi institutionnelles. On a construit une base de données avec Omeka qui doit être absolument optimisée, améliorée, mais qui vise à enrichir les données, les photos avec des métadonnées, parce que comme vous imaginez, on a aussi beaucoup de problèmes de droits. Et voilà, après, je vous mettrai aussi des liens dans le chat. Et on a fait aussi les choix là, c'est toujours ouvert à voilà, la redéfinition de la participation avec nos contributeurs. Et alors, on a lancé, voilà, aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, on a un appel à exposition demandant aux participants de nous, voilà, de sélectionner 10 photos dans l'archive et nous raconter leur point de vue du confinement. Alors, à titre d'exemple, voilà, ce qui est d'un point de vue logistique, pour prévenir ce qu'il disait Yves, c'est très compliqué pour me passer sur les sites. Voilà, c'est sûr que ça va bloquer. Alors, j'ai pris, ça c'est la page d'accueil. Vous pouvez, si vous voulez regarder les sites, vous pouvez naviguer dans les données à travers la carte géographique ou des mots-clés qu'on a trouvés ou des collections qui ont été créées. Voilà. Voilà, j'ai pris l'exposition, je ne sais pas si Séverine est encore en ligne, Séverine Milo qui travaille avec nous en cette période et qui s'est prêtée à l'exercice de créer une exposition. Elle a fait l'exposition 9 mois avec les Corona et voilà, elle a fait les choix de représenter, de trouver une photo qui représentait pour elle un mois. Et c'est un exemple, vous en avez d'autres en ligne et voilà, je vous mets l'URL là. Et pour nous, c'était important de restituer un peu cette expérience et même si les questions de recherche sont encore beaucoup à travailler. Je pense que voilà, je ne sais pas Sarah si tu veux ajouter quelque chose. Entre-temps, j'essaye à arrêter les partages de manière à pouvoir voir s'il y a des questions. Je peux ajouter peut-être, parce que c'est peut-être intéressant pour la journée dont j'ai écouté une bonne part, c'est que tu disais les archives publiques, en fait c'est aussi intéressant de voir les enjeux. On parlait dans la discussion, là j'entendais les propos d'Yves Citon sur la marchandisation, la valeur, etc. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé le projet, bon, moi j'y connais rien, encore une fois, en succès, mais apparemment c'est un succès par rapport à ce type de projet. Et c'est vrai qu'on a été contacté par plusieurs archives institutionnelles qui en quelque sorte, sont intéressées par ce fonds, puisque pour moi, c'est des matériaux de recherche, mais d'un point de vue patrimonial, c'est aussi un fonds qui, en plus, de notre point de vue, ne nous appartient pas, qui appartient bien sûr aux contributeurs. Et donc là, il y a aussi des enjeux de légitimation croisée, du fait que beaucoup d'institutions se sont lancées dans des collectes, mais d'autres pas du tout, et qu'ils ont eu l'impression d'avoir raté le coche, et maintenant il y a une forme d'exigence patrimoniale à avoir chacun sa collecte.
si j'ai bien suivi. Bientôt, du 10 au 12 décembre, il y a le festival Jeux de loi à Marseille qui est centré sur les collectes du confinement. Et c'est un enjeu, en fait, de pouvoir s'insérer dans ce type de collecte pour les institutions patrimoniales. Donc voilà, il y a aussi ça où le projet se retrouve un peu pris dans ce type de sollicitation. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi pour dire, bon, ça c'est un aspect matériel, mais bon, on était toutes seules, quoi. C'est aussi d'un point de vue de la recherche et des rapports de pouvoir dans ce type de projet. Il y a aussi des enjeux de ressources, donc il y a aussi un aspect genré dans ce projet, puisqu'on a lancé ça toutes les deux avec les enfants et qu'on a mobilisé pour que ça marche au début. En fait, j'ai réalisé que des femmes autour de nous qui voulaient bien nous aider en termes de... Parce qu'on avait plutôt des contributions sur Facebook, mais on voulait aussi faire vivre Gogo Carto, donc on prenait Facebook pour nourrir Gogo Carto, etc. Et donc là, il y a de mes sœurs à des amis de Martha, à des gens du labo qui nous ont aidés d'un point de vue informel, et je pense que c'est aussi le backstage de ce type de projet. Oui, à ces propos, voilà, je vais quand même mentionner quelqu'un qui est, voilà, Lucille Etienne, qui nous a aidé beaucoup, Alessandra Migno et voilà, Séverine, que j'ai déjà mentionné, et après plusieurs d'autres personnes qui ont été fondamentales pour aussi les longues durées qui est nécessaire pour un projet de participation. Il y a des questions? Sinon on vous libère. Peut-être juste une dernière chose, si vous avez fait vos propres collectes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui découvrent le projet aujourd'hui et qui ont, par intérêt personnel, curiosité, ont photographié toute leur rue pendant tout le confinement, etc. Évidemment, ça nous intéresse. On a des villages entiers qu'on a collectés. Bien sûr, la collecte, ça ne vous surprendra pas, est centrée quand même beaucoup sur Paris, mais beaucoup de villes sont représentées. Il y a aussi beaucoup de focus dans d'autres villes, notamment Marseille, Grenoble, etc. Donc, si vous avez fait une propre collecte ou que vous connaissez des gens, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour insérer ces images dans le projet. Alors, Yves, alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, Yves dit, envisagez-vous de sortir de cette collection des montages qui éditorialisent certaines perceptions critiques du confinement, comme Pierre Cassou-Nouguet et Gwen de la Wagon l'ont fait dans leur projet Virusland? Sarah, tu veux... Bon, moi, je fais de la science politique, hein, donc évidemment, c'est un des enjeux du projet, c'est-à-dire collecter aussi des propos critiques, des propos décalés, des expressions et des rapports aux politiques. Et c'est un enjeu parce que depuis, on n'a pas du tout le temps de présenter tout ça, mais depuis les institutions de recherche et le gouvernement ont créé un institut qui s'appelle Ad Memoriam, qui veut se placer au-dessus des collectes et collecter les collectes dans une perspective de commémoration ensemble, de résilience, tout ce discours fortement néolibéral. Et donc nous, un des enjeux, bien sûr, c'est de traiter ensemble tous ces dispositifs critiques. Et évidemment, j'ai l'expérience de faire pas mal de livres avec ce type d'image, donc ce serait un des projets qu'on peut avoir en tête, oui. Oui, après, voilà, Aurélie Grandard, envisagez-vous d'exposer cette collecte dans une institution? Je pense qu'ici, voilà, c'était une des objectifs. Évidemment, ça sera un objectif après Covid, sûrement à atteindre, même si l'idée qu'on avait voilà, c'est pour aujourd'hui, c'était plutôt de mettre à disposition les photos pour avoir des réactions, voilà, de faire parler les photos à travers les réactions avec des participants et pas avoir une exposition classique. Attendez, hein, je reviens que j'ai les deux chats en même temps. Alors, Antonin, c'est beau. Alors, face à des projets qui débutent souvent sur les médias sociaux, il n'y a pas un besoin de sortir les données et images de ces plateformes pour leur pérennité, pour les rendre plus accessibles, pour éviter leur monétisation. C'est un peu ce qui m'avait motivé pour les corons à maison.
Oui, Antonin, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on passe vite sur la phase des oméga. En effet, dans notre idéal, nous, on espérait pouvoir collecter directement les photos d'un cadre hors plateforme, si je peux utiliser ces termes. Mais voilà, la participation a été plus simple sur les médias sociaux. On a demandé les droits aux participants de manière à pouvoir aujourd'hui conserver de manière pérenne les photos d'un cadre hors médias sociaux, même si évidemment quand les images sont postées sur Facebook, les images restent également à Facebook. Sarah, de les remettre en scène les unes avec les autres, les photos, c'est par l'entrée spatiale. Là, on n'a pas eu le temps de le montrer, mais par exemple, il y a plusieurs photos qui vont ensemble, qui photographient tout un quartier où on voit des réponses, des dialogues entre immeubles, etc. Donc ça peut être aussi une façon intéressante, un peu inattendue. Oui, ça coupe un peu. Alors, Svenia a levé la main. Ah oui, allez-y, Svenia. Il faut que vous allumiez votre microphone. Désolée, c'était juste une erreur de manipulation. D'accord. Après, oui, Manuel nous dit que ça serait un bon projet pour l'INA. En effet, c'est rigolo que tu dis ça, Manuel, parce qu'au début, mon idée, c'était exactement ça. En effet, l'INA collecte les hashtags liés au projet, mais on a eu très, très peu de participation sur Twitter. Et alors, s'il y aura un archivage INA, ça doit être fait en deuxième temps. Après, ça, c'est une dimension qui nous avait intéressé, de comparer la présence des hashtags dans les mots dans l'espace public et la présence des mots dans l'espace public dans les tweets. Donc ça, c'était une des perspectives d'analyse qu'on avait listées avec Martha. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je vous propose de clôturer là parce que la journée a été longue. Je remercie Sarah et je vous invite à visiter les sites, même si on a encore 2000 photos à publier. Voilà, on a la moitié des corpus qui est publié là aujourd'hui. Et si vous avez envie de vous prêter à l'exercice, de nous envoyer votre sélection, on va la partager sur les sites. À demain.